Elle a mis fin à 30 ans de guerre civile. En épousant son ennemi, elle a donné naissance au roi le plus célèbre d'Angleterre. Et pourtant, quand elle est morte à seulement 37 ans, dans une chambre glacée de la Tour de Londres, personne n'a vraiment su pourquoi. Élisabeth d'York, la reine qui a tout sacrifié pour la paix, n'a pas pu se sauver elle-même, et son histoire est bien plus sombre que tout ce qu'on t'a raconté. Pour comprendre comment Élisabeth d'York est morte, il faut d'abord comprendre comment elle a survécu, parce que franchement, cette femme n'aurait jamais dû vivre assez longtemps pour devenir reine. Née en 1466, elle était la fille aînée du roi Édouard IV, un géant blond et charismatique qui avait arraché le trône d'Angleterre par la force, et d'Elizabeth Woodville, une veuve roturière si belle qu'elle avait séduit le roi en pleine guerre civile. Imagine grandir dans ce contexte. Ton père est roi, mais la moitié du royaume pense qu'il est un usurpateur, et l'autre moitié déteste ta mère parce qu'elle n'est pas assez noble. Élisabeth a grandi dans un palais, oui, mais un palais en état de siège permanent. Quand elle avait 11 ans, tout s'est effondré. Son père est mort brutalement, probablement d'une pneumonie aggravée par des années d'excès, et soudainement, Élisabeth et ses frères sont devenus les pièces d'un jeu d'échecs mortel. Son oncle Richard, duc de Gloucester, était censé protéger ses neveux et assurer la transition vers le règne du jeune Édouard V, mais Richard avait d'autres plans. En quelques semaines, il a déclaré que le mariage de ses parents était invalide, que tous les enfants étaient des bâtards et qu'il était donc le seul héritier légitime du trône. Élisabeth est passée de princesse héritière à enfant illégitime du jour au lendemain, et ses deux jeunes frères, les fameux princes de la Tour, ont simplement disparu. On ne sait toujours pas exactement ce qui leur est arrivé, mais Élisabeth, elle, le savait probablement. Elle avait 17 ans quand ses frères ont été vus pour la dernière fois jouant dans les jardins de la Tour de Londres, et ensuite plus rien, juste le silence et les rumeurs qui commençaient à circuler dans tout le royaume. Son oncle était désormais Richard III, et Élisabeth vivait sous sa protection, ce qui devait être à peu près aussi confortable que dormir avec un couteau sous l'oreiller. Certaines rumeurs d'ailleurs étaient encore plus dérangeantes. On murmurait que Richard envisageait d'épouser Élisabeth lui-même après la mort de sa propre femme pour consolider son emprise sur le trône. Sa nièce, la fille de son frère, la sœur des garçons qu'il avait probablement fait assassiner. Mais Élisabeth n'était pas seule dans ce cauchemar politique, parce qu'il y avait un autre prétendant au trône qui attendait son heure de l'autre côté de la Manche. Henri Tudor, comte de Richmond, un exilé gallois avec une revendication dynastique fragile, mais une détermination de fer. Henri descendait de la maison de Lancastre par sa mère, Margaret Beaufort, une femme si obsédée par l'ambition de son fils qu'elle avait passé des années à tisser des alliances dans l'ombre. Et Margaret avait compris quelque chose de crucial. Si Henri épousait Élisabeth d'York, il unirait les deux maisons rivales qui s'étaient déchirées pendant 3 décennies dans ce qu'on appellerait plus tard la guerre des 2 roses. Rouge et blanc, Lancastre et York, réunis dans un seul lit royal. Élisabeth était donc devenue la clé de tout, et elle le savait parfaitement. Elle n'avait aucun contrôle sur sa propre vie, aucun choix sur son avenir. Mais elle avait quelque chose de plus précieux que n'importe quel soldat ou château. Elle avait le sang d'York dans les veines, et ce sang était le seul moyen de légitimer n'importe quel prétendant qui voudrait mettre fin à la guerre. Alors, en 1485, quand Henri Tudor a débarqué au pays de Galles avec une petite armée de mercenaires et d'exilés, Élisabeth attendait de voir qui allait gagner cette dernière bataille, sachant que le vainqueur l'épouserait et que le perdant la condamnerait probablement à mort. La bataille de Bosworth a tout changé en un après-midi sanglant d'août. Richard III, le roi qui avait volé le trône et fait disparaître ses neveux, est mort au combat. Sa couronne récupérée dans un buisson d'aubépine est posée sur la tête d'Henri Tudor, désormais Henri VII. Élisabeth était libre, mais d'une liberté très relative, parce qu'elle était toujours une monnaie d'échange. Henri avait promis de l'épouser pour sceller l'alliance entre les maisons, mais il a attendu, et cette attente n'était pas innocente.
Il a d'abord voulu être couronné seul, établir son propre droit au trône sans dépendre de sa future femme, montrer à tout le monde qu'il était roi par conquête, pas par mariage. Quand ils se sont finalement mariés en janvier 1486, 5 mois après Bosworth, c'était une union politique avant tout, mais quelque chose d'étrange s'est produit au fil des années. Ils semblent avoir développé une véritable affection l'un pour l'autre. Les chroniques parlent d'un couple discret mais uni, et Henri, malgré sa réputation d'homme calculateur et froid, paraît avoir réellement aimé Élisabeth. Elle était belle, intelligente, discrète, et elle comprenait parfaitement le jeu politique sans jamais chercher à le jouer contre lui. Elle était la reine parfaite pour un roi qui avait besoin de stabilité, et pendant 17 ans, elle a joué ce rôle avec une grâce qui a fait oublier à beaucoup qu'elle avait été élevée pour être reine bien avant Henri. Mais être la reine qui unit les roses avait un prix, et ce prix était gravé dans sa chair à chaque grossesse. Élisabeth a eu 8 enfants en 16 ans, et chaque grossesse était un risque mortel dans une époque où accoucher était l'une des causes principales de décès chez les femmes. Son premier enfant, Arthur, est né en septembre 1486, seulement 8 mois après son mariage, un timing qui a fait jaser, mais qui était crucial pour la dynastie naissante des Tudors. Cet enfant était la preuve vivante que les deux maisons étaient enfin unies, que la guerre était vraiment finie. Arthur était censé être le roi qui consoliderait tout, le symbole d'une nouvelle ère de paix et de prospérité. Élisabeth a ensuite donné naissance à Margaret, Henri et Marie, suivis par d'autres enfants dont certains n'ont vécu que quelques jours ou quelques semaines. Chaque accouchement affaiblissait son corps, mais Élisabeth n'avait pas le luxe de se reposer, parce que produire des héritiers était littéralement son travail le plus important en tant que reine. Henri VII avait besoin d'une succession stable pour empêcher une nouvelle guerre civile, et Élisabeth le comprenait mieux que personne, elle qui avait vu sa propre famille détruite par des querelles de succession. Alors, elle a continué, accouchement après accouchement, sachant que chaque enfant qui survivait renforçait le trône de son mari et la sécurité de sa famille. Mais en 1502, tout a basculé de la manière la plus cruelle qui soit. Arthur, le prince de Galles, le garçon sur qui reposait tout l'avenir de la dynastie, est mort à 15 ans, probablement de la suette. Une maladie mystérieuse et foudroyante qui terrorisait l'Angleterre. Élisabeth et Henri ont reçu la nouvelle à Greenwich, et selon les chroniques, ils se sont effondrés ensemble, lui dans ses bras à elle tentant de le réconforter avec des mots qu'elle ne croyait probablement pas elle-même. Son fils aîné, l'enfant qui représentait l'union des roses, l'héritier parfait, était mort. Et avec lui s'envolait une partie du sens de tous les sacrifices qu'elle avait faits. Mais Élisabeth était une survivante, et elle a fait ce qu'on attendait d'elle. Elle a consolé son mari en lui rappelant qu'ils avaient encore Henri, leur deuxième fils, qui pourrait devenir prince de Galles à son tour, et qu'elle était encore en âge d'avoir d'autres enfants. Cette phrase, rapportée par les témoins de l'époque, est absolument déchirante quand on y pense vraiment. Une mère qui vient de perdre son fils aîné et qui promet à son mari de risquer à nouveau sa vie pour lui donner d'autres héritiers. Parce que c'est ce qu'on attend d'elle, parce que c'est son rôle, parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Et elle a tenu parole. À 36 ans, après 8 grossesses, après avoir enterré plusieurs de ses enfants, après avoir vu son corps s'affaiblir année après année, Élisabeth est tombée enceinte une dernière fois en 1502. On ne sait pas si c'était vraiment son choix ou si c'était la pression politique et dynastique qui l'a poussée, mais ce qu'on sait, c'est que cette grossesse a été difficile dès le début. Elle était fatiguée, souvent malade, et les médecins de la cour devaient être inquiets, même s'ils ne l'auraient jamais dit ouvertement. En février 1503, Élisabeth s'est retirée dans ses appartements de la Tour de Londres pour se préparer à l'accouchement, comme le voulait la tradition royale. La Tour, ce même endroit où ses frères avaient disparu 20 ans plus tôt, où tant de membres de sa famille avaient été emprisonnés ou exécutés. Elle devait connaître chaque pierre de ses murs, chaque écho sinistre dans les couloirs.
Et maintenant, elle y revenait pour donner naissance à un enfant qui pourrait sauver la dynastie ou mourir en la tuant. Le jour de son anniversaire, le 11 février 1503, Élisabeth a donné naissance à une petite fille qu'elle a appelée Catherine, probablement en l'honneur de Catherine d'Aragon, la veuve de son fils Arthur, qui vivait toujours à la cour anglaise. L'accouchement a été difficile, très difficile, et Élisabeth ne s'est jamais remise. Elle a développé une fièvre puerpérale, une infection que personne ne savait vraiment comment traiter à l'époque, et en quelques jours, la reine d'Angleterre, la femme qui avait unifié les roses, la mère du futur Henri VIII, était mourante. Henri VII était dévasté. Il a fait venir les meilleurs médecins, ordonné des prières dans toutes les églises du royaume, offert des fortunes en aumône pour la guérison de sa femme, mais rien n'y a fait. Élisabeth s'affaiblissait d'heure en heure, consciente qu'elle allait mourir, et consciente aussi que son nouveau-né n'allait probablement pas survivre non plus. La petite Catherine est morte quelques jours après sa mère, et avec elle s'est éteinte la dernière grossesse d'Élisabeth d'York. Élisabeth est morte le 11 février 1503, le jour même de son 37e anniversaire, exactement 9 jours après avoir donné naissance à son dernier enfant. Elle est morte dans la Tour de Londres, cet endroit maudit pour sa famille. Et elle est morte en sachant qu'elle avait tout sacrifié pour une dynastie qui ne pouvait même pas la protéger de son propre rôle. Le royaume qu'elle avait aidé à pacifier lui avait pris ses frères, ses enfants, sa santé et finalement sa vie. Quand Élisabeth est morte, Henri VII s'est enfermé dans ses appartements et a refusé de voir quiconque pendant des jours, ce qui était complètement inhabituel pour un roi aussi discipliné et contrôlé que lui. Les chroniqueurs de l'époque ont rapporté qu'il était inconsolable, qu'il a pleuré comme jamais on ne l'avait vu pleurer, et qu'il a organisé des funérailles d'une magnificence extraordinaire pour sa femme. Le cortège funèbre d'Élisabeth était l'un des plus somptueux jamais vus en Angleterre. Son cercueil était recouvert de velours violet et porté par des nobles de haut rang, suivis par des centaines de pleureuses en deuil, et tout le trajet depuis la tour jusqu'à l'abbaye de Westminster était bordé de torches et de bannières aux armes des York et des Tudors réunis. Henri a fait construire pour elle une magnifique chapelle dans l'abbaye de Westminster, où il serait lui-même enterré quelques années plus tard à ses côtés, et il a commandé un monument funéraire en bronze doré avec leurs 2 effigies côte à côte, tenant la main l'une de l'autre pour l'éternité. C'est un geste romantique, oui, mais c'est aussi un geste profondément politique. Même dans la mort, Élisabeth devait symboliser l'union des roses, la légitimité des Tudors, le fondement de toute la dynastie. Elle ne pouvait pas simplement être une femme qui était morte trop jeune après avoir trop sacrifié, elle devait rester un symbole. Et c'est exactement ce qui s'est passé au fil des siècles. Élisabeth d'York est devenue l'exemple parfait de la reine consort idéale, celle qui ne fait pas de vagues, qui soutient son mari, qui donne naissance à des héritiers et qui meurt discrètement sans causer de problèmes politiques. Les historiens l'ont longtemps décrite comme une femme effacée, douce, presque passive, comme si elle n'avait été qu'un ventre royal et rien d'autre. Mais quand on regarde vraiment sa vie, quand on lit entre les lignes des chroniques et qu'on comprend les choix impossibles qu'elle a dû faire, on voit une femme bien plus complexe et tragique. Élisabeth a grandi en sachant qu'elle aurait dû être reine régnante si l'Angleterre avait accepté les femmes sur le trône. Elle a vu ses frères disparaître et n'a jamais pu dire publiquement ce qu'elle en pensait. Elle a épousé l'homme qui avait vaincu et tué son oncle en sachant que c'était son seul moyen de survivre, et elle a passé 17 ans à donner naissance à des enfants pour consolider une dynastie qui n'était même pas celle de sa famille d'origine. Chaque décision de sa vie adulte était déterminée par les besoins politiques des autres. Et pourtant, elle a réussi à maintenir une image de grâce et de dignité qui a impressionné même ses ennemis potentiels. Son fils Henri, le futur Henri VIII, n'avait que 11 ans quand sa mère est morte, et on peut se demander si sa vision tordue du mariage et des reines n'a pas été influencée par ce qu'il a vu arriver à Élisabeth.
Il a grandi en sachant que sa mère était morte, en essayant de donner un autre héritier à son père, que le rôle d'une reine était littéralement de risquer sa vie encore et encore pour la dynastie, et que même la femme la plus aimée et respectée du royaume n'était finalement valorisée que pour sa capacité à produire des fils. C'est une leçon terrible pour un enfant, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Henri VIII a traité ses propres femmes avec une cruauté qui a choqué toute l'Europe. Élisabeth a aussi laissé derrière elle ses autres enfants, dont Margaret, qui deviendrait reine d'Écosse et dont la lignée finirait par hériter du trône d'Angleterre un siècle plus tard. Et Marie, qui a eu une vie relativement heureuse en épousant par amour après avoir rempli ses obligations dynastiques. Mais c'est Henri, évidemment, qui allait porter l'héritage de sa mère de la manière la plus spectaculaire et problématique en devenant le roi qui a déchiré l'Angleterre et l'Église catholique parce qu'il était obsédé par l'idée d'avoir un fils légitime exactement comme son père l'avait été. Ce qui est peut-être le plus tragique dans l'histoire d'Élisabeth, c'est qu'elle a réussi sa mission. Elle a uni les roses. Elle a donné à Henri VII la légitimité dont il avait besoin. Elle a mis au monde le roi le plus célèbre de l'histoire anglaise. Et elle a contribué à établir une paix qui a duré plus d'un siècle. La guerre des deux roses s'est vraiment terminée avec son mariage. Et l'Angleterre a connu une stabilité relative sous les Tudors. Mais ce succès a eu un coût personnel qui était absolument dévastateur, et personne à l'époque n'a vraiment semblé s'en préoccuper. Aujourd'hui, quand on visite l'abbaye de Westminster et qu'on s'arrête devant son tombeau, on voit ces deux effigies de bronze, Henri et Élisabeth, main dans la main, figées dans une éternité de marbre et de métal. C'est beau, c'est imposant. C'est exactement le genre de monument qui est censé célébrer un amour royal et une dynastie glorieuse. Mais si tu regardes vraiment l'effigie d'Élisabeth, si tu penses à cette femme qui est morte à 37 ans dans une chambre glacée de la tour, qui a perdu plusieurs de ses enfants, qui a vécu sous la menace constante de l'instabilité politique, qui a sacrifié sa santé et finalement sa vie, pour un système qui ne lui a jamais vraiment appartenu, tu ne peux pas t'empêcher de voir quelque chose de différent. Tu vois une femme qui a fait ce qu'on attendait d'elle, qui a joué son rôle à la perfection et qui est morte exactement comme tant d'autres reines avant et après elle, en silence, en service, en sacrifice. Élisabeth d'York a mis fin à une guerre, mais elle n'a jamais pu se sauver elle-même, et c'est peut-être la définition la plus cruelle du pouvoir royal qu'on puisse imaginer. Le pouvoir d'unir un royaume, mais pas celui de contrôler son propre destin. Le pouvoir de faire l'histoire, mais pas celui d'y survivre. La reine qui a tout donné est morte le jour de son anniversaire, et l'histoire l'a presque oubliée au profit de son fils tyrannique et de ses 6 malheureuses épouses. Mais sans Élisabeth, rien de tout cela n'aurait existé. Et peut-être que c'est ça, le véritable héritage des femmes qui ont construit les dynasties. Elles ont tout sacrifié pour que d'autres puissent régner, et personne ne se souvient vraiment de leur nom. Jusqu'à maintenant.